azul flawen ɣer tesgilt idles ass-agi d awal adnawi d yiwen unebgi lḥerma wagi d Mass Professeur Mohamed Arkoun. Mass Professeur Mohamed Arkoun d yiwen gar imussnawen yettwassnen akka di ddunit ixedmen aṭas inaditen ilul deg useggas 28 di Tuwrirt Mimoun Gatiania di tmurt Leqbayel, docteur en lettres et professeur émérite d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Il a développé une discipline, l'islamologie appliquée, on va débattre autour de cette discipline. Qu'il enseigne d'ailleurs dans diverses universités en Europe, notamment à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et à l'Institut Ismaili en Angleterre. Bien sûr, aux États-Unis, à l'université de Philadelphie, Princeton. À passer du Soufar, il a publié beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'études sur le monde musulman notamment. En français, 2 épîtres de Miskawaya en 1961, Aspect de la pensée islamique classique 63, l'humanisme arabe de Ksugwas en 1970. Beaucoup de publications. L'islam, religion et société en 1980. Religion et laïcité, une approche laïque de l'islam 1989. Lecture du Coran 1982. L'islam moral et politique, UNESCO 1986. Et plus récemment, bien sûr, vous avez de Manhattan à Bagdad, Au-delà du bien et du mal, 2003. Combat pour l'humanisme en contexte islamique, Paris 2002. Penser l'islam aujourd'hui, 2002. Pour une pensée maghrébine. Bien sûr, il y en a d'autres publications en arabe, en néerlandais, en anglais. On ne peut pas citer tout, mais bon, voilà, ne serait-ce que brièvement. Tout d'abord, un Sophie Sek, Mass Mohamed Arkoun, bienvenue. Merci beaucoup. Peut-être j'ai oublié des choses. C'est pas la peine de tout dire aujourd'hui, parce qu'on est là pour essayer de parler aux téléspectateurs d'un sujet qui n'est pas très connu, bien que tous les Algériens se disent farouchement musulmans, y compris les Kabyles, bien sûr. Je dois attirer l'attention sur le fait qu'on peut être musulman, c'est-à-dire pratiquer la religion musulmane, faire ses prières, aller au pèlerinage, obéir au droit, à la loi musulmane, la charia, et en même temps être ignorant de la pensée islamique. Parce que les musulmans réfléchissent aussi. Ils ne répètent pas seulement ce qu'on leur enseigne à la mosquée au sujet des croyances, ou bien ce qu'on peut leur enseigner aussi dans un certain nombre d'instituts ou même de facultés, dans les départements ou dans les facultés qu'on appelle Kulliyat Sharia, c'est-à-dire les facultés où s'enseigne la Sharia. Alors quand on dit la Sharia, on la confond avec le fiqh, par exemple. Parce que la Sharia, ça n'est pas la même chose que le fiqh. Le fiqh, c'est la connaissance des textes sacrés, la capacité de comprendre les textes sacrés, de façon que le juriste puisse énoncer des normes juridiques en se servant de ces textes sacrés, ce qui implique la connaissance de la grammaire arabe, la connaissance de la langue arabe. Ce sont des connaissances précises et le fiqh donc pointe sur des connaissances techniques qu'on peut appeler des connaissances scientifiques. Tandis que la charia, elle réfère à une croyance. La croyance que Dieu a parlé et que le Coran est la parole de Dieu et que cette parole-là nous enseigne beaucoup de choses, mais il faut la décrypter, il faut l'interpréter, il faut en faire l'exégèse. Alors vous voyez, là, ça fait une très grande différence. Mais couramment, en arabe et en kabyle aussi, on dit sharia.
En guise d'introduction. Alors, premier volet de l'émission, des souvenirs. اسمكتي في ثمورة القبائل en Algérie توريث ميمون كان كيعني سمكتها كشويط ne serait-ce que des souvenirs avec Mouloud Mamri توريث ميمون d'ailleurs qui est une étude, à la fois un article, un hommage à Mouloud Mamri, mais aussi des souvenirs qui remontent très très loin, les années 50. Oui, ça remonte aux années 50 et même 40, durant mon enfance et mon adolescence. J'ai grandi effectivement dans le village de Taouret Mimoun, Beniani. Et Beniani, c'est 5 villages qui sont groupés sous le nom générique de Beniani. Et Taouret Mimoun est particulièrement connu parce que c'est le village où a été créée la première école primaire par les Français en 1880. 81, c'est-à-dire ça a été créé par Jules Ferry au moment où la Troisième République française lançait en France elle-même tout le programme de l'école laïque. La laïcisation de l'enseignement en France s'est fait à partir de la Troisième République. Alors, il faut savoir donc que le Taouret Mimoun a été traité en quelque sorte exactement sur le même pied d'égalité que tous les petits villages français qui ont reçu leur école primaire, qui ont eu leur école primaire, là, avec le nouveau système d'enseignement français qui est un système d'enseignement laïque. Et c'est ce qui explique que à Taouret Mimoun ont été formés de nombreux instituteurs, de Beniani, Kabyle, qui sont allés faire des stages à l'école normale de Bouzaré à Alger. Et ce sont les premiers instituteurs qui ont encadré l'enseignement primaire, qui était encore faible, bien sûr, dans les années 40 et 50, mais tout de même, c'est un moment de l'histoire de l'Algérie extrêmement important. Et il est regrettable que l'expérience de Taouret Mimoun n'ait pas été faite dans de très nombreux villages en Algérie, parce que l'Algérie aurait découvert la modernité par l'école laïque. La France est entrée dans la modernité grâce à la pensée laïque et à l'école laïque qui, pendant toute la Troisième République, a couvert la totalité du territoire français par des écoles primaires, des écoles normales d'instituteurs et des écoles normales supérieures comme la rue d'Ulm. Et ça a été vraiment une très très grande œuvre de modernisation de la pensée et de la culture. Et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de Kabyles qui ont profité de cette possibilité d'aller à l'école. Je me souviens, mon père qui est né en 1890 et qui a vécu longtemps, il me parlait de monsieur et madame Verdi. C'est le nom du premier instituteur nommé à Taouret Mimoun. Il a été lui-même né en 1890 et il a été lui-même dans cette école primaire. Et il me parlait de ça avec une mémoire enflammée. En fait, en guise de souvenir, alors en 1950, durant les années 50, vous avez votre agrégation de langue arabe. Et on vous a proposé, bien sûr, Nénès, il faut que vous nous animez une conférence sur la femme, Kabyle, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'époque? Ça, c'est un souvenir d'ordre anthropologique, l'anthropologie de la Kabylie, c'est-à-dire les origines culturelles et les mécanismes sociaux qui font marcher l'ordre social et politique dans la Kabylie. La Kabylie a vécu de façon autonome. Même par rapport au régime colonial français, la Kabylie a été autonome puisque, par exemple, à Beniani, nous n'avions pas du tout ni police, ni gendarmerie, ni perception de l'impôt, c'est-à-dire tous les attributs de l'État n'existaient pas. Et l'école que j'ai signalée tout à l'heure, l'école, c'est l'école, c'est pour apprendre. Ça n'est pas pour exercer le pouvoir. Donc, on vivait avec des régimes de type municipal. Le village est géré par l'assemblée du village
Et à 14 ans, ma mère m'obligeait, parce que mon père travaillait en Oranie, et j'étais le fils aîné, le seul garçon de la famille, elle m'obligeait à aller assister, évidemment j'étais tout gosse, assister à l'assemblée de village. Je me rappelle, il fallait se lever de bonne heure pour y aller. Et c'est-à-dire une place du village très connue, pour que j'écoute comment ils délibèrent. Ma mère, qui est analphabète, qui ne connaît ni le français ni l'arabe, et qui ne connaît que le kabyle, mais qui a la mémoire justement kabyle, elle a intériorisé l'idée que l'enfant doit être socialisé auprès des plus âgés, et en particulier auprès des assemblées de village où l'on discute des affaires municipales. C'est une conscientisation de type, je l'ai compris après, parce que je disais à ma mère, mais moi je ne peux rien comprendre, qu'est-ce que je vais aller faire avec ces gens-là qui sont plus âgés que moi. Et elle m'a dit textuellement, comme ça. Et ça m'a frappé. Et donc, cet épisode de la conférence, la première conférence que j'ai donnée d'ailleurs dans ma vie, parce que j'étais tout jeune, j'avais encore 19-20 ans, et je venais d'avoir la licence d'arabe à Alger, et Driss Mamri, le premier docteur kabyle, là aussi, il y a le problème de la santé, il n'y avait pas de médecin à, je ne sais pas, 100 km à la ronde, a eu l'idée de créer un foyer, ce qu'on appelait un foyer rural pour la jeunesse, pour les jeunes, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils fassent des choses ensemble, etc. Et pour inaugurer ce foyer rural, au niveau de Benyeni, pas seulement pour le village, il m'a demandé de faire une conférence parce qu'il savait que j'avais déjà acquis des connaissances sur la charia, sur l'islam, sur le Coran, et aussi j'avais des connaissances un peu parce que j'avais lu des histoires de l'Algérie et de la Kabylie en particulier. J'avais donc des informations de type ethnographique, ethnologique au sujet de la Kabylie. Et il m'a demandé de faire une conférence et j'ai choisi de faire une conférence sur la condition de la femme kabyle. Pour la situer par rapport à la femme musulmane régie par le droit musulman, alors que la femme kabyle est régie par les coutumes kabyles. Et j'ai fait cette conférence, je me rappelle, il y avait un monde c'était la première fois, c'était inhabituel. Ils sont venus d'Aït Lahsen, d'Aït Larban, Aouni Ahmed, Sitn South. Oui, les villages qui forment. Et ce n'est pas courant qu'ils viennent comme ça dans un autre village. Ils viennent quand il y a un mort, par exemple, une personnalité qui est morte pour Bachadeh Azine. Et là, c'était pour écouter une conférence de Mohamed Harkoun, tout jeuné, tout. Et ça a fait un bruit considérable. Ah. Et le bruit, le plus important, c'est que Selmat Ma'amar, Lamine Taddas, c'est lui donc qui présidait. Le sage, c'est lui qui présidait Tajmaït, non? Et il est venu vers moi le lendemain de la conférence, il levait son bâton contre moi, comme ça, il s'adresse à moi en déclinant ma généalogie. Il ne m'a pas appelé Harkoun. C'est très typique ça. C'est parce qu'il faut situer la personne dans le village et la situer dans sa généalogie. Après إلومان نثيانيا إلى الزرار دادك سالم نتسيلا من تدرت ملان لهضورة نديني بنادم ستقبايليت دادك سالمي لقاتني دينيا إلارج ماشي كتشيني كتشيني سكاد وادا أثوادا. Ça aussi il l'a dit. La classification dans le village, effectivement, ma famille habite au bas du village et c'est celle de Mamri au sommet du village. Voilà l'ethnologie. C'est-à-dire, effectivement, il y a une mémoire dans ma famille qui dit que
on a émigré de Constantine à l'Anaya, parce que un de mes arrière grands-pères, enfin, c'était lointain, c'était au début peut-être du 19e siècle, ou même avant, il y a eu une bagarre entre les familles, donc pris du sang, etc. Il fallait quitter pour interrompre tout ça. C'est conservé dans la mémoire. Je l'ai reçu de la mémoire de mes tantes et de la mémoire de mon père qui m'ont raconté tout ça. Et effectivement, Dassel avait appliqué les règles normales d'exercice du pouvoir selon les statuts de chaque famille au sein du village, et il me ramenait à ma condition réelle à l'intérieur du village. Alors je finis, c'est-à-dire son fils, qui était évidemment déjà professeur de lettres classiques, etc. Et c'est son frère, qui était précepteur de Mohammed V au Maroc, et qui, au Maroc, avait appris l'arabe, alors que nous ne connaissions pas l'arabe. Voilà, ça c'est une histoire formidable, parce qu'elle contient toutes les données du fonctionnement politique et culturel des villages kabyles jusqu'aux années 40 et début des années 50. Et tout ça oralement. Et tout ça oralement, absolument. Tout ça fonctionne oralement. Et c'est une mémoire, malheureusement, des faits comme ça. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans toute la Kabylie. Moi, j'ai eu la chance d'être éveillé à des problèmes d'ethnographie très tôt. C'est pour cela que j'ai pu capter ce moment-là. Je l'ai écrit, on peut le lire, parce que c'est un morceau à la fois d'autobiographie, puisque ça me concerne directement, mais aussi un morceau d'ethnologie de la Kabylie. C'est-à-dire comment fonctionne la société kabyle, selon quelles coutumes et selon quel type de culture. Elle fonctionne selon les règles de la culture orale, qui sont tout à fait différentes des règles de la culture écrite. Tout cela, malheureusement, on ne le connaît pas chez nous, on ne l'enseigne pas, malgré donc, les efforts que certains ont fait pour essayer d'introduire un enseignement de l'anthropologie, non seulement en Algérie, mais dans l'ensemble du Maghreb. Et sur ça aussi, j'ai écrit pas mal, justement, comment déchiffrer ce que j'appelle l'espace maghrébin. L'espace maghrébin. Je ne dis pas le Maghreb tout court, parce que le terme espace ouvre les choses. Il ne les délimite pas dès le départ, parce qu'il faut se poser des questions d'ordre ethnologique et ensuite d'ordre anthropologique, parce que ce n'est pas la même chose, l'anthropologie et l'ethnologie, pour voir qu'est-ce qui s'est passé historiquement depuis le temps bien avant les Romains, la première population qui a habité ce grand espace qui s'étend de Benrazi en Libye jusqu'au Maroc, et de la Méditerranée jusqu'au Niger. C'est un immense, c'est presque un continent en soi tout seul. Et cet espace-là était habité par une ethnie que l'on a appelée des Berbères, parce que les Romains, enfin on connaît l'histoire, ce sont les Romains qui ont donné le nom de Berbères à cette ethnie, qui est extrêmement diverse, parce que les gens, les tribus se sont diversifiées, du Maroc jusqu'à la Libye, et ils ont parlé la même langue, ce qu'on appelle le berbère, tamazigh. Nous l'appelons aujourd'hui tamazigh. C'est difficile de faire passer le mot, parce qu'il y a tellement longtemps que Ibn Khaldoun a écrit son livre d'histoire, et il l'a intitulé Kitab al-Ibar fi Tarikh al-Barbar. Donc les Arabes, Ibn Khaldoun est un grand témoin, et son livre est un grand livre. Il l'intitule Al-Barbar, c'est-à-dire c'était le mot utilisé par les Arabes, qui n'étaient pas entrés, bien sûr, dans la connaissance de cet espace anthropologique et de cet espace ethnologique, et qui n'en connaissaient
que ce que l'on pouvait observer comme ça extérieurement. On voyait bien qu'il y avait des gens qui parlaient une langue que les arabophones ne comprenaient pas. Alors là, si vous me permettez, je reviens à une petite chose, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, donc vous avez en quelque sorte en 1950, quand vous avez donné votre conférence, la conférence laquelle transgression entre guillemets le code de déontologie kabyle, oui, oui. Donc, Parce que Selma je Mahmar a bien compris ces choses. Oui, j'ai transgressé les règles de la hiérarchie de la parole. Parce que la parole est un acte de pouvoir. C'est pour cela qu'il n'admettait pas que quelqu'un qui n'était pas légitimé ou qui n'avait aucun titre pour prendre la parole, c'est-à-dire exercer une forme de pouvoir devant le public. La parole dans la culture orale, c'est un acte de pouvoir. Parce qu'on dit des choses, et ces choses-là sont entendues, et elles doivent être insérées dans la mémoire collective telle qu'elle fonctionne. Et cette mémoire collective est parfaitement ordonnée. Et si on déplace quelque chose dans cette mémoire collective, par exemple, quand j'ai essayé d'expliquer les différences entre nos coutumes pour le mariage, par exemple, le fait que nos femmes n'héritent pas du tout, alors que dans le droit musulman, bien que les femmes aient un statut inférieur par rapport à aujourd'hui, le droit musulman donne une part d'héritage aux femmes, la moitié de la part du mâle. Mais il y a une explication. Il ne pouvait pas comprendre ces différences. Il vivait naturellement dans le cadre des coutumes parce que l'islam, justement, était une inconnue totale du point de vue de l'histoire. D'où vient cette religion, comment elle a été formée, quelles sont les œuvres de pensée, de théologie, de droit, d'exégèse, etc. Quelques-uns qui sont allés dans des petites zaouïas ont pu entendre parler de choses extrêmement élémentaires, mais qui n'ont rien à voir du tout avec ce qu'on appelle aujourd'hui et ce qu'on connaît, l'histoire de la pensée islamique. C'est quelque chose de très vaste et de très complexe. Mais en fait, qu'en est-il de la place de la femme à l'époque? C'est-à-dire, elle n'est pas vraiment, véritablement dominée, marginalisée. Dans la mesure, justement, où la charia ne s'appliquait pas, par exemple, le voile, pour toutes les femmes kabyles, la question du voile ne s'est jamais posée. Parce que le droit musulman n'a jamais été appliqué. Heureusement, peut-être. Non, je suis historien, parce qu'on ne va pas déborder sur la politique. Voilà, ça c'est une règle. Moi, je suis historien, je dis les choses telles qu'elles se sont passées. Et il faut savoir comment les choses se sont passées, pour que l'on comprenne, par exemple, le caractère arbitraire de la place que l'on donne soudain au voile comme une sorte d'obligation absolue, divine, venant de Dieu lui-même pour que les femmes portent le voile. Pour quelqu'un qui a grandi dans la Kabylie jusqu'aux années 60, même quelques années après l'indépendance, ça n'est pas venu tout de suite. Le voile, c'est un phénomène qui a été créé politiquement, pour des raisons politiques et pour des raisons de lutte politique pour le pouvoir, précisément. Donc c'est le cas ici en France? Ça n'a rien à voir avec... Mais bien entendu. Bon. Et en France, le voile joue toujours ce rôle de signe. C'est un signe complexe, parce que on se sert du fait que c'est lié à la religion, donc on veut en faire un signe religieux pour qu'il ait un grand impact sur l'opinion publique, parce que la religion, on la respecte par définition, on n'a rien à dire contre la religion, surtout dans un pays laïque. La pensée laïque est une pensée extrêmement tolérante pour toutes les religions, elle légalise toutes les religions, elle n'entre pas dans les discussions entre les religions, et donc elle est obligée de rester neutre. Dès qu'on dit c'est religieux, c'est fini, on se retire du débat. Mais en réalité, c'est pour couvrir quelque chose de fondamentalement politique. Alors, si je reviens à une petite chose, alors concernant l'héritage dans la société kabyle, l'héritage de la femme. Donc il y a une explication quand même. Bien sûr qu'il y a une explication. Malheureusement, là c'est les difficultés de la mémoire orale.
Bon, ce que l'on peut dire, c'est fondé sur des témoignages oraux, mais la chose qui se répète, c'est que au temps de l'occupation turque, il y avait sans doute des mariages de femmes kabyles avec des étrangers à la Kabylie. Et donc, quelqu'un qui se marie avec une femme kabyle, si la femme kabyle hérite, il y a des étrangers qui vont venir prendre pied dans les parcelles de terre que possède le pauvre kabyle et dont vivaient les familles kabyles. Une petite oliveraie, quelques figuiers, un petit verger, un petit lopin pour semer de l'orge ou du blé. Et on va le partager je sais pas, en 4 ou en 5. Si vous avez 4 ou 5 filles, qu'est-ce qui va en rester? Alors, la vie n'est pas possible. Il faut tout de suite introduire le paramètre de la survie économique d'une région qui vit en autarcie. Et donc, pour éviter ce démembrement des petites propriétés, car ce sont de petites propriétés, nous sommes dans la montagne, les champs cultivables ne sont pas très étendus, pour éviter ce morcellement, ça c'est dans toutes les paysanneries d'ailleurs, ça n'est pas propre, mais chez les montagnards c'est encore pire, parce que la terre cultivable est très réduite. Et donc on a dit, ça n'est pas possible de laisser la terre aller ainsi, et on a exhérédé les femmes, mais en revanche, les femmes sont toujours à la charge du père et des frères. Au cas, par exemple, où une femme divorce, le père, ou s'il est décédé, les frères, doivent immédiatement recueillir la sœur, la nourrir, subvenir à tous ses besoins. Si on ne le fait pas, c'est le déshonneur, car la sanction, c'est le déshonneur, c'est-à-dire la mise à l'écart, l'excommunication par le village. Et faire des souffrir. Oui, oui, absolument. Donc, il y a voilà, des règles qui fonctionnaient, qui assuraient effectivement le self-control, l'autocontrôle des gens pour ne pas justement sortir de la solidarité qui fait que les gens peuvent vivre en solidarité. Thiwizim, Timshrot, ce sont des actes collectifs du village parce que tout le monde, la monnaie circulait peu, on avait peu de monnaie, il y avait du troc. Jusqu'aux années 40, moi j'ai assisté à la fin des années 40 des Arabes qui venaient de la plaine pour vendre du blé et on leur donnait des figues. Pas d'argent. Ah, et oui. À la fin des années 40. C'est-à-dire quand même, c'est pas très... Enfin, c'est loin, mais ça a duré longtemps, cette histoire. Mais une chose, comment explique-t-on l'absence de la femme kabyle dans Tajma Taddah, l'assemblée du village? On dit que la société kabyle est laïque et démocrate. Oui. Mais en même temps, on ne trouve pas la femme. Parce que du point de vue ethnologique, la Kabylie, c'est un régime patriarcal et non pas matriarcal. Parce que dans les sociétés anciennes, il y a le matriarcat et le patriarcat. Chez les Touaregs, il y a le matriarcat. Les femmes interviennent dans les affaires publiques. Dans le Nord, en général, les populations du Nord, c'est le patriarcat qui prédomine, au Maroc aussi, en Tunisie aussi, et Jbel Nafoussa, où il reste encore quelques berbères, témoins de cela. Donc ça dépend du régime auquel obéit la société berbère à laquelle on a affaire. Et dans la société berbère, on voit une diversité. Par exemple, les Mozabites ont évolué différemment parce qu'ils ont un parcours historique un peu différent, puisque ce sont des Berbères qui ont été touchés par le pouvoir établi par les Banu Rostam à Tahert, l'actuel Tiaret. Et donc, ils ont été touchés très tôt par un islam ibadite. Voilà pourquoi les Mozabites sont touchés plus que les Kabyles
par un islam l'islam ancien, qu'on appelle l'islam kharijite, d'où la conversion des Mozabites à cette école-là, mais en même temps, les Mozabites sont restés extrêmement fidèles à tous les codes culturels et coutumiers berbères. قواياكي يعني زوال ذا سمكتي ستجد رضا كجنيد يعني جيوس سيت اون étude ديون مدرس avec مولود عمري أثوريث ميمون أثجرت رضا un humanisme maghrébin. La leçon de Théorème Mimoun mérite ainsi d'être méditée, etc. Et à la fin, un humanisme maghrébin. Oui, non, je parle d'humanisme maghrébin à construire. Il ne faut pas s'imaginer que l'on peut comme ça utiliser le terme humanisme, et l'appliquer d'emblée à telle ou telle société. L'humanisme, c'est un projet, c'est une volonté. Et pour cela, il faut des révolutions culturelles, pas seulement en Kabylie, mais dans tout le Maghreb et dans toutes les sociétés arabes, et je dirais dans toutes les sociétés musulmane. J'ai un livre que j'ai publié qui s'appelle L'humanisme arabe au Xe siècle. 10e, ça fait 10 siècles. Et cette page d'histoire a été écrite, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a des penseurs, il y a une culture, il y a un mode d'enseignement où la philosophie était enseignée dans les écoles, et il y avait par conséquent un grand mouvement intellectuel et culturel dans les grandes villes, les grands centres urbains comme Bagdad, comme Shiraz, comme Isfahan, comme l'actuel Téhéran, qui s'appelait Rai, dans l'Irak et l'Iran, ce qui formait une même région politique, au Xe siècle. Mais ça a complètement disparu à partir du XIIe siècle. XIIe siècle. Quelles sont les raisons? C'est-à-dire que c'est une page écrite, elle est flamboyante, mais elle est précaire. On ne l'a pas laissé vivre. Et justement, c'est pour cela que j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Combat pour l'humanisme en contexte islamique au pluriel, pour englober tous les pays musulmans, et pas seulement le Maghreb. Aujourd'hui, au Maghreb, l'idée humaniste ne hante pas, même les intellectuels. Hein. Beaucoup d'intellectuels ne pensent pas du tout à l'idée même humaniste, pour savoir ce que c'est et essayer de l'introduire dans l'enseignement, de l'introduire dans la pratique culturelle, dans la vie culturelle du pays. L'attitude humaniste requiert des ouvertures exceptionnelles, des ouvertures intellectuelles exceptionnelles, non seulement sur sa propre culture, dans sa propre logosphère, c'est-à-dire la langue, la langue que l'on parle. La langue arabe, par exemple. Il ne s'agit pas de... Pourquoi la page humaniste au Xe siècle a été écrite? Parce que l'arabe était ouvert, en tant que langue, était ouvert aux traductions du grec à l'arabe, du syriaque à l'arabe. Et donc, les arabophones de ce temps-là pouvaient lire des œuvres qui venaient d'ailleurs. Ils ne lisaient pas exclusivement le Coran. Et déjà s'est engagée la guerre, justement, mais enfin la guerre, la polémique, mais enfin la compétition sociale. Ce n'est pas une guerre à mort ouverte, mais c'est la rivalité. Et disons deux idéologies, le ulum diniya et le ulum al-aqliya, c'est-à-dire l'opposition, justement, entre les connaissances fondées sur la philosophie comme attitude critique intellectuelle et les connaissances fondées sur la tradition, c'est-à-dire la transmission orale des savoirs, à partir du Coran et de la tradition prophétique. Et il y a eu une séparation entre les deux, dès le 9e, 10e siècle. Et cette séparation s'est poursuivie, et la bataille, finalement, ce sont les fondamentalistes qui l'ont gagnée. Et oui, aujourd'hui, si le fondamentalisme est devenu si fort et si répandu,
c'est parce que, effectivement, le champ intellectuel dans la pensée arabe, c'est-à-dire d'expression arabe, pas les Arabes comme ethnie, le champ intellectuel s'est rétréci depuis le XIIe, XIIIe siècle par rapport à ce qu'il a été en tant que champ intellectuel du IXe au XIIe siècle. Voilà ce qui s'est passé. Et beaucoup d'Algériens ne le savent pas. Moi je m'adresse là à tous les Algériens, à tous les musulmans, à tous les Arabes. C'est pas seulement aux Kabyles. Et les Kabyles devraient d'ailleurs recevoir cette leçon, parce que je sais que les Kabyles, je le comprends, je suis Kabyle moi-même. Mais l'attitude humaniste, justement, ne privilégie pas absolument ce qui lui appartient en propre. Bien sûr, elle donne de la valeur à ce qui lui appartient. Elle parle avec honneur et fierté de ce qui lui appartient. Mais elle ne s'enferme pas dans ce qui lui appartient. Si elle s'enferme, il n'y a pas d'humanisme. Et donc, les Kabyles, par exemple, doivent étudier la pensée arabe et parler de l'islam, non pas dans les termes fondamentalistes dans lesquels ils sont en train de s'enliser, mais en parler comme ça, dans des termes scientifiques, pour retourner à un moment de l'histoire de la langue arabe, de la pensée arabe, qui était un moment humaniste, c'est-à-dire humaniste, c'était un moment d'ouverture. Or, aujourd'hui, on enseigne l'islamisation de la modernité, c'est-à-dire obliger la modernité à recevoir l'islam et à fonctionner avec les principes de l'islam et de la charia. C'est vraiment de la rêverie qui va à l'encontre de tout ce que l'histoire peut nous enseigner. Professeur Mohamed Arkoun, vous avez développé une discipline, l'islamologie appliquée. Oui, ben justement. Qu'est-ce que c'est que cette l'islamologie appliquée, c'est ça. La première fois où l'idée m'est venue de faire ça, c'était au séminaire de la pensée islamique qui se tenait chaque année en Algérie, vous le savez, depuis 1969 jusqu'en 90-92, quand la guerre civile, hélas, a commencé. Donc c'est devenu une institution et j'y allais chaque année. Je suivais ça chaque année. Et c'était en 74, je crois, ou 73, je ne me rappelle plus l'année, c'était à Tlemcen. Et cette année-là, on avait discuté justement de beaucoup de choses qui concernaient la biographie de Mohammed, la sira du prophète, le Coran, enfin les études islamiques justement. Et j'ai vu les débordements d'ignorance qui étaient présentés comme la science suprême. Et c'était l'ignorance absolue en ce qui concerne l'islam lui-même, avec tous les ulama qui étaient invités. Alors je me suis dit, à quoi sert d'étudier l'islam d'une manière scientifique à la Sorbonne, à Berlin, à Oxford? Je dis à Berlin, Oxford, etc., ou à Harvard ou Princeton, parce que ce sont des universités qui ont bénéficié de l'évolution de la discipline historique. L'histoire, comment on écrit l'histoire. Tandis qu'à Al-Azhar, on n'enseigne pas cette discipline de critique de l'histoire. Et donc, ça c'est très grave. C'est une séparation qui date depuis longtemps. Or, voici une Algérie qui vient d'être indépendante. Depuis quelques années. Et qui s'engouffre dans une ligne mythologique, idéologique, au sujet d'une religion qui par ailleurs se présente comme la religion vraie qui dit la vérité à tous les hommes de la terre et qui s'en empare avec une ignorance totale des exigences élémentaires de la critique historique. Voilà ce qui s'est passé. Alors j'ai dit, il faut travailler sur cette ignorance. C'est-à-dire dans la société qui produit ce phénomène, qui vit avec ce phénomène nouveau, c'est en tant que sociologue et anthropologue que je dis, il faut travailler dans cette situation-là et prendre en charge les conditions historiques, politiques, qui ont amené les Algériens à fonctionner, à faire fonctionner leur esprit
et leur connaissance de cette manière qui va à l'encontre de la rationalité. C'est ça l'islamologie appliquée. C'est le refus de voir une société s'embarquer dans la mythologie totale, se détacher de la réalité du monde, se détacher de la réalité même de l'esprit, du fonctionnement de la raison elle-même. C'est pour cela que j'ai parlé de critique de la raison islamique. Comme je pourrais dire critique de la raison kabyle, s'il y en a une. Pour l'instant, il y en a. Pour l'instant, si, il y a toujours une forme de la raison qui fonctionne. La forme de la raison qui fonctionne dans mon village dont nous avons parlé, il y avait une forme de rationalité. Il y a toujours une raison, un degré de raison qui fonctionne dans une société. Comment peut-on expliquer l'hostilité de la Kabylie, c'est-à-dire la Kabyle est hostile à l'intégrisme islamiste, notamment durant les années 90. On a vu qu'il y a beaucoup plus d'intégristes en dehors de la Kabylie qu'en Kabylie. Est-ce que c'est Taqbayli qui est là à la base, cette raison? Non, il y a quand même une mémoire collective kabyle. La notion de mémoire collective est une notion anthropologique très importante. Dans chaque société, il y a plusieurs mémoires collectives. Justement, en prenant l'exemple de notre Benyeni, par exemple, je me souviens très bien, là encore, qu'il y a une mémoire propre à Aït Lahsen, une autre propre à Tlarwa, à Thawlet Mimoun, à Gouni Ahmed, Than South, Thawlet al-Hajjaj. Parce qu'il y avait peu de contacts entre ces villages qui appartiennent pourtant à une même, une sorte de petite confédération de ces villages. On se voyait, bien sûr, on avait des relations, il y avait des mariages, mais quand même, je me souviens là aussi, j'étais vraiment gosse, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, mais le souvenir m'en est resté. Thawlet Mimoun, Thawlet al-Hajjaj, Nouren Thala Boumsed. Thala Boumsed, elle est à égale distance de Thawlet al-Hajjaj et Thawlet Mimoun. Évidemment, c'est un point d'eau. Eh bien, il y avait les fusils qui étaient sortis. Ah oui, oui. Et il a fallu que les médiateurs, les marabouts et tout ça s'interposent pour essayer d'atteindre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'État n'existait pas. L'État français n'existait pas. Les choses se réglaient exactement comme elles se sont réglées de tout temps. Même sous les Ottomans, c'était la même chose. D'ailleurs, d'une façon générale, l'intérieur du pays, en Algérie, n'a jamais connu de pouvoir central de façon continue. Les pouvoirs centraux, comme à Bjaya, comme à Tlemcen, qui se sont constitués, comme Alger, ce sont des pouvoirs précaires, qui durent un certain temps, et qui d'ailleurs sont dominés soit par les dynasties marocaines, soit par les dynasties tunisiennes, soit par Istanbul lui-même. Pendant des siècles, on était sous la donne. Qu'est-ce qu'on va faire d'Algérie avec Istanbul? C'est un pouvoir étranger. C'est pas parce qu'ils étaient musulmans que ce n'est pas un pouvoir étranger. Donc là, il y a des mémoires collectives qui ont vécu ensemble, qui ont des souvenirs propres, des morts qui leur parlent, c'est-à-dire qui ont un lien avec eux, et aussi un lexique qui leur est propre. Ils ont un terroir dans lequel ils ont grandi. La question du terroir est extrêmement importante. Et donc un sentiment profond d'identité qui ne tient pas seulement à la langue. C'est un sentiment affectif très large. Et moi-même, encore une fois, j'ai conservé de cela des souvenirs tellement forts et tellement précis que je réfère spontanément à cette mémoire. Or, cette mémoire, brutalement, après les indépendances, on l'a absolument ignorée. Et on est passé à une conscience idéologique. Il y a différence entre conscience et mémoire.
Parce que la mémoire vit de l'affectivité. La conscience vit de visions idéologiques abstraites qui viennent d'un centre politique et qui sont opérées à partir d'un centre politique. Et donc qui ne touche pas la vie affective et même va perturber la vie affective, puisqu'elles apportent une organisation politique qui vient de l'extérieur et qui n'intègre en rien toute cette partie affective de chaque sujet qui participe à la mémoire collective. C'est là que s'enracine le mal-vivre, disons. Ce n'est pas qu'ils sont contre les Kabyles, comme tous les Algériens. Ils étaient nationalistes, ils ont adhéré à l'idée nationaliste, ils veulent être indépendants, ils veulent la nation algérienne au même titre que tous les autres. Mais il y avait nécessité à gérer politiquement les mémoires collectives de façon à les faire venir à une nation algérienne concrète qui ne peut prendre existence qu'avec cette marche convergente. Et une marche convergente qui ne peut avoir lieu qu'en utilisant les moyens éducatifs adéquats. Donc l'histoire de toutes les régions, à travers l'histoire, restituée et notamment aux élèves à partir des classes élémentaires, restituer les réalités locales. Pas pour faire du régionalisme ou pour casser la construction nationale. Mais justement, pour la rendre possible. Mais justement, le problème, c'est l'installation, en quelque sorte, ou bien c'est l'État-nation arabo-islamique qui fait défaut, c'est-à-dire qui... Mais ça, c'est une grosse question. On ne peut pas l'aborder. Ah oui, ça, c'est une grosse question. Pour ces choses-là, il faut le dire aux téléspectateurs. Que c'est compliqué. Non, si cette télévision veut faire un travail vraiment sérieux, il faut multiplier des émissions éducatives. Du genre? En prenant du temps, du genre, traiter justement de la notion d'État en Algérie. L'histoire de l'État en Algérie. L'histoire de l'islam comme religion. L'histoire. Pas les croyances, pas les idéologies. Les différentes écoles de pensée islamique, de pensée théologique, de pensée philosophique, de pensée linguistique, de pensée exégétique, de pensée juridique, car les juristes ont construit des écoles, ils ne sont pas tous d'accord pour dire ça c'est la charia et il n'y en a pas d'autres. Et pour les éclairer sur les problèmes actuels. Les gens ne savent absolument pas, et l'école ne leur dit pas ça. Parce que les instituteurs et même les professeurs du second degré sont mal formés pour pouvoir enseigner à notre jeunesse, justement, des questions d'anthropologie, des mémoires collectives anciennes qui ne sont pas encore intégrées dans la mouvance arabe en termes de logosphère arabe, ni non plus intégrées dans la pensée islamique, qui est extrêmement complexe, extrêmement ramifiée dans ses développements et ses écoles. Et tout cela, malheureusement, n'est pas expliqué. Monsieur Arkoun, donc, dernière question. Des perspectives peut-être pour Euzkei Ilhan. Euzkei Ilhan, Inch'Allah. نبغى ياكل لكن الامور وارد مازال الامور وارد نطاش أكون محمد من يستمر القبائل ونامو سيون وول شاديني سمورت القبائل سمورت القبائل نشتقت ولكن القبائل مازال والسنارة ثم شهوة سنسن أمثلة ثم شهوة سنسن اللي تمر في الجزائر اللي تمر la Méditerranée, oui, toute la Méditerranée, mais aussi l'ensemble de l'espace maghrébin par rapport à
à l'ensemble de l'espace arabe, arabophone. Parce qu'il y a des liens très forts. Il ne s'agit pas de les voir aujourd'hui divisés, ça n'est pas possible. Ils interfèrent, ils interagissent, et il faut donc les connaître en tant qu'interaction, comme c'est ce que j'ai fait moi. Moi, ma vie, c'est ça. Je ne renie rien de mes attaches, mais je mets mes attaches à leur place. Et je tiens compte de ce qui est advenu, de ce qui est arrivé dans l'ensemble, pas seulement de l'Algérie. L'Algérie, je ne peux pas la détacher de l'ensemble maghrébin. Parce que le sentiment nationaliste, après les indépendances, a construit là aussi des cloisons. Mettre des cloisons entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ça n'a pas de sens. C'est invivable. Invivable. مناك شنو هو القبايليس؟ قبايليس c'est le code de déontologie, c'est la culture, l'identité كذا. أول مناك تقبايليس. تقبايليس avec tout, hein, l'identité, la culture, le code de déontologie kabyle, etc. طبعا كاين يونس الصين تقبايليس، ناس الصين تقبايليس، سلمى معمر يهدر تقبايليس. يهدر تقبايليس، ولكن يهدر تقبايليس جيون الوقت زمرن مدن أظهرن ألف الأمور نسن سننتن لن ووالن باش نسمين ستقبايليس ثلث زمير دارا أتهضر ألا دي الأمور نكوني لازم تهضر أشو ليس الدون دي دونيس مرة ودونيس مرة أمثال تسميض سيوث اللغة وتحفظ راه الدنيا مرة على خاطر وتسال لا كلية يثغر وتسال تكذابني يثغر. Il n'y a que la tradition orale. Et là, c'est très difficile. C'est à construire. Je ne dis pas que c'est impossible ou que c'est mort. C'est à construire. Mais cette construction demande des engagements qui, dans l'état actuel des choses, malheureusement, sont difficiles à tenir. مسموح من داركونا ولا انتقرا ويقعد سكن كذا مزوس ولينا دي شاسم كذا. Eh bien, il faut qu'il oui, il faut qu'ils se mettent au boulot, il faut qu'ils se mettent au travail, c'est-à-dire au travail pour apprendre eux-mêmes et pousser leurs enfants à mieux connaître leur pays, tout leur pays, et ce qui entoure leur pays. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ce qui entoure le pays, c'est le Maghreb d'abord, et ensuite le monde arabe. Il y a des cercles concentriques. Par exemple, les cercles concentriques. Mais ça, même en arabe, il y a cette difficulté. Je parle en arabe, mais quand je parle en arabe, quand je dis par exemple le mythe en arabe, on l'appelle Ustura en arabe, c'est une traduction totalement fausse. Alors chaque fois que je fais une conférence en arabe, j'ai besoin de dire mythe, parce qu'on ne peut pas se passer du mythe. Il est dans toutes les sociétés, toutes les cultures. Quand je dis mythe, je m'arrête. Et je passe 10 minutes, 15 minutes, ça dépend du public, à expliquer ce que c'est que le mythe. Sinon, personne ne comprend. Et Cheikh Al-Ghazali, Mohamed Al-Ghazali, il est mort maintenant, il disait, يكفري إنك الكافر بالله على خاطر الناس مهم العركون يرى يوم بول في القرآن إن le Coran est un discours de structure mythique. ترجمة تستعرف القرآن خطاب أسطوري البنية. نقرا محمد الغزالي الجوني كان استعرف إنك c'est fini. Bon, mais vous n'êtes pas le seul, même alors que c'est une traduction fausse, c'est parce que l'arabe lui-même ne dispose pas du langage moderne. Donc nous, les Kabyles, nous vivons une faiblesse à 2 degrés. Le fait d'aller à l'arabe ne nous libère pas. Donc
Et le fait de rester uniquement dans le kabyle nous met dans une situation encore plus difficile. Donc il faut connaître les deux et connaître les langues modernes européennes. Au moins deux. On n'a pas le choix. Eh oui, وريختي كتابين انجليزي. السكنيزي النيرلندي Eh oui. العرب. Eh bien, exactement, voilà, c'est ça. تمني غادي لينا اتصل قبيلك. القبائل هذيك كنا هنا بحفظوا اللغات أظهر كاين لها تولدوني تسقم إن شاء الله. ماس محمد داركون يكرديه قتياني ثوريث ميمون سكواس 28 يتشانغارهم تمزين أغرم تمزين سكسون تمزين سكسو تمزين دكتور وناس لاتر بلا سقيم بلا سخين بروفيسور émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle nous elle enseigne à l'Institut of Ismaili en Angleterre. Elle nous à l'Université des États-Unis Princeton Philadelphie. Donc استني ذاك كتستقبلي تساقيا. Eh oui, mais Dieu merci, تصل القبائل قلنا كان الحمد لله les États-Unis, le Japon, الاستقلال يبقى تونس ولكن تمورت الناس وين ناين فان تمورت اثناء اللي برا. ولا ندير مورت. وجد أولا تجارة كنيني ثاني ميرسي بوكو ميدو سيدا ساقيهم نتمنى كده ويثيك التنظام ذي تسجيلين ديه دون دنويا أول غف باس تمثال دنويا أول ماسور لوسيان بروس يخمن غف سقبايلي سطاس غف إمارات نيرو من الشيخ من غف سقبايلي إفاديون وذي يستجرى يجي ثمورت إما زيغان تير كابيل سي أنا البون فوتو غف ثمورت القبايل كسكواس 30 سي دي فوتو دارشيف يفرض غير زريين إبيس بريس هكذا أنا دنويا ولا غف إسي سور لا ليتيراتور دي بربر أونغي باسي بلا ما نسودي عنا الشيخ محمد لو سوفل فكان دو فريدة فروخ دنويا وال فلاس دي سيلين دي هدون هكا يدنا نبوي دوال ولما استوزل الماس محمد أركونا ونيني أرتكل تنظام.